Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ces existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. C'est le récit de deux meufs globalement inexpérimentées qui un jour ont décidé de se lancer dans l'aventure. C'est ainsi que Coco et Lulu aiment présenter le voyage bas carbone qu'elles ont vécu ensemble en Norvège pendant un été. Partagé et raconté avec humour dans une magnifique bande dessinée nommée En roue libre. Dans cet épisode, on évoque avec enthousiasme l'histoire d'un voyage qui continue à s'écrire au présent. Celle d'une aventure humaine qui a commencé en duo et se poursuit en trio. Morgane, illustratrice, a rejoint le navire pour donner vie aux péripéties de Coco et Lulu. Engagés ensemble dans le processus de création artistique et d'auto-édition de la BD, les trois apprentis pirates voguent vers un horizon commun, celui de l'inspiration. C'est à bord de ce voilier coloré qu'elles dessinent aujourd'hui les contours de leur amitié. Où ce voyage les mènera-t-elle ? Premiers éléments de réponse dans cet échange. Belle écoute. Bonjour Coralie, Lucille et Morgane. Merci de m'accueillir à Lyon pour cette belle interview à venir. Je suis ravi de vous donner la parole aujourd'hui pour parler voyage, mais aussi création artistique. Comment allez-vous en ce matin printanier ? Bonjour, du coup, moi c'est Lulu. Ça va très bien ce matin, très contente d'être là. Moi c'est Coco, ça va super bien aussi. Le projet avance super bien, on est hyper contente de participer au podcast. Et moi c'est Morgane et ça va super aussi. Un peu stressée mais ça va. Donc aujourd'hui on va retracer un double voyage. D'abord une aventure en plein air à vélo et en voilier en Norvège, vécue par deux d'entre vous, Coralie et Lucille. Puis une nouvelle aventure humaine vécue à trois, avec l'arrivée de Morgane, celle de la bande dessinée En roue libre. Donc on va prendre le temps de retracer ces aventures, les défis, les découvertes, les joies et les petites galères, mais aussi et surtout ce qui fait le sel de ces voyages, c'est-à-dire les rencontres humaines. Car En roue libre, c'est avant tout une histoire de rencontres, et c'est celle qui vous lie aussi toutes les trois. Alors revenons tout d'abord au départ, à la première rencontre qui a fait naître ce voyage. Lucille et Coralie, vous êtes les premières à vous rencontrer. À quel moment cela arrive ? Dans quel contexte ? Dans quel lieu ? Et du coup, on a toutes les deux fait notre école d'ingénieur à Lyon. On s'est rencontrés le tout premier jour. Je venais d'un petit village de montagne et Coco le connaissait. Donc vraiment, elle m'a dit d'où tu viens. Je lui ai dit je viens de cet endroit-là. Elle m'a dit oh je connais. Je lui ai dit waouh. Et c'est comme ça qu'on est devenus très amis. Ouais, c'était rigolo parce que du coup moi j'étais déjà allée en vacances dans ce village-là et ma maman m'avait dit en arrivant il y a une fille du village qui fait ses études dans la même école que toi. Moi j'étais en mode haha, on va être 200 à arriver le premier jour. Tu crois vraiment que je vais rencontrer la seule fille qui vient de là-bas ? Et en fait, oui, totalement. C'est la première personne à qui j'ai parlé au hasard, du coup. Mais c'était assez rigolo. Et du coup, on a passé 5 ans ensemble dans la même école. On a un peu vécu plein de galères, de joies. C'était hyper bien. Et c'est du coup à la fin de nos études qu'on a décidé de partir en voyage.
mais même un peu pendant aussi. Il y a plusieurs étapes, je pense, qui nous ont un peu soudés. Déjà, on a fait une prépa ensemble où c'est très intense, très dur, et on vivait la porte à côté dans la résidence étudiante globalement. Donc ça fait plein de souvenirs et ça soude rapidement. En deuxième année, on était dans la même classe, donc on était à peu près 24 heures sur 24 ensemble. Après, on a vécu ensemble aussi plusieurs années en coloc. On faisait plein d'aventures globalement ensemble. Et donc, assez vite, vous vous liez d'amitié et vous prenez l'habitude de réaliser des micro-aventures en France sur un week-end ou plus. Comment est née cette envie commune et quels ont été les modes de voyage testés à cette occasion ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques-unes de ces micro-aventures et où elles ont pris place ? Du coup, on aime toutes les deux quand même la nature. Donc, ça a dû commencer par un petit peu camper dans la montagne, faire des randonnées, essayer de s'échapper un peu les week-ends de la ville. Et le premier un peu gros voyage qu'on a fait, on était en 3e année et on devait faire un stage tout l'été. Donc on était un peu dégoûtés de ne pas avoir de vacances. Mais on s'est quand même dit on va essayer de garder une semaine et on aimerait bien toutes les deux aller dans les Landes. Donc ça pourrait être l'occasion de faire ça. Et du coup, de base, on voulait faire comme un road trip dans les Landes en train, le long de la côte ouest. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de train qui faisait ça, qui longeait toute la côte. Et donc on s'était dit, bon, sinon on pourra alterner le train et le vélo pour passer un peu d'une gare à l'autre, et parce qu'on avait vu une copine faire ça. Et en fait, ça s'est terminé on fait tout à vélo. Donc c'est un peu comme ça qu'est né le premier voyage, un peu par hasard, pas vraiment par volonté de faire un voyage à vélo purement, plus parce que les éléments ont fait que on n'avait pas envie de louer une voiture et il n'y avait pas vraiment de train. Et on n'avait pas de vélo non plus d'ailleurs. On a acheté des vélos sur le Bon Coin à Bordeaux, on les a récupérés et après on a commencé le voyage. C'était un peu l'aventure parce que c'était notre premier voyage, on récupérait les vélos sur place, on avait juste un sac de trek qu'on accrochait sur le porte-bagages, on n'avait aucun matériel, on n'avait jamais fait, je pense, 60 km de vélo à peu près, où on n'avait aucune notion des distances, aucune notion de rien du tout. Mais du coup, c'était un peu la première aventure à vélo. Mais après, par contre, on en avait fait plein d'autres, même en micro-aventure du type aller un peu dans la montagne vers chez Lulu et faire un igloo et dormir dedans sans avoir aucune compétence en construction d'igloo. Mais c'était très chouette. On est déjà allé monter au coucher du soleil à la montagne, puis on est descendu à 4h du matin à la gare pour avoir le temps. On faisait un peu des trucs improvisés comme ça. Et oui, à chaque fois, en fait, on a aussi ce truc de... on prépare rien du tout, quoi. Pour le voyage dans les Landes, on pensait vraiment prendre nos sacs de trek tout le long, pendant une semaine sur le dos, jusqu'à ce que son papa nous dise ah non, mais les filles, ça va être super lourd, vous avez déjà fait du vélo avec un sac à dos super lourd, c'est horrible, quoi. On s'était dit ah ouais, c'est vrai, peut-être. Vraiment débutante à chaque instant, quoi. Et c'est vrai que cet Erasmus un petit peu qui a été annulé, ça nous a donné un gros boost de se dire oula, nous on peut pas partir à l'étranger. Et c'était un peu le truc qui nous faisait tenir dans nos études aussi, surtout au début. On se disait, en 4e année, on peut partir à l'étranger, ça va être génial et tout. Et en fait, au final, ça a été la meilleure année de notre vie de rester en France et de faire des week-ends par-ci, par-là, en train, un peu avec les copains, un peu nous deux. Vraiment, c'était trop cool. Ça nous a donné goût, en fait, je pense, à la débrouille, à se dire, OK, on part comme ça. Et ça, c'est les meilleurs souvenirs qu'on avait. Et vous n'aviez pas pu partir parce que c'était la période du Covid ? Ouais, et en fait, en plus, à ce moment-là, nous, on voulait aller en Afrique du Sud. Après, on a eu plus de réflexions sur notamment l'environnement, etc. Mais à cette époque-là, on voulait trop y aller. Ils nous avaient super bien vendu l'université et du coup, on pensait vraiment pouvoir y aller. Et à la dernière minute, ça a été annulé. Mais vraiment, on avait tout réservé déjà, quoi. On était un peu tristes. On y a cru jusqu'au bout, quoi. Et donc, justement, en ce qui concerne l'impact carbone du transport et en particulier de l'aviation, à un moment, vous avez des prises de conscience, justement, qui émergent en vous. À quel moment elles viennent, ces prises de conscience, et est-ce qu'elles sont arrivées progressivement ou est-ce qu'il y a eu un point de bascule à un moment, un événement ou quelque chose, une actualité, je sais pas, qui vous a fait prendre conscience de ça ? Moi, j'ai toujours eu une sensibilité un peu pour l'environnement depuis assez petite, mais par contre, sans aucun ordre de grandeur ou quoi que ce soit quand j'étais plus jeune. Et après, je me souviens, mais je sais plus en quelle année c'était, quand il y a eu notamment les feux très très forts en Australie, je crois. Je pense que ça m'a mis dans un état, j'étais hyper mal en fait,
Je pense que c'était un tout. Je suis aussi hyper sensible à genre la cause des animaux. Et du coup, je pense que j'ai commencé à beaucoup me renseigner, vraiment plus factuellement sur l'environnement, qu'est-ce qui a un impact, etc. C'était un peu les premières marches. L'avion, je saurais plus dire exactement d'où ça vient. Au moment où on a choisi qu'on voulait partir en Afrique du Sud, j'avais peut-être pas encore eu 100% le déclic de l'avion, mais qu'au moment où on devait partir, par contre, je l'avais déjà eu. Je me souviens avoir regardé si c'était possible d'y aller en bateau ou en train. C'était très compliqué, quand même. J'avais aussi lu des livres. Je sais pas si c'était à ce moment-là ou un petit peu après, mais notamment le manuel de l'antitourisme, je crois, qui parle beaucoup de l'impact du tourisme et du voyage, et à la fois le côté les kilos de CO2, on va dire, l'impact environnemental purement. Je l'ai eu en tête et j'ai conscientisé que vraiment il était élevé. Autant moi j'avais un petit peu moins en tête l'impact humain, je pense, ou sur les populations. Et ce livre-là en parle beaucoup, et je pense que c'est plus ça, moi, qui m'a même marqué, de me dire qu'en fait, ce qui m'attirait aussi dans aller à l'autre bout du monde, c'était voir une autre culture, découvrir d'autres populations, mais qu'en même temps, en allant là-bas, en masse surtout, on contribuait à détruire ces cultures, on contribuait à changer beaucoup les dynamiques sur place pour le tourisme. Et du coup, moi, j'ai eu le déclic un peu plus tard que Coco. Enfin, un peu en même temps, mais c'est aussi par Coco que j'ai eu ça. Parce qu'elle se renseigne plus que moi en général. Et que moi, je suis encore un peu dans le déni parfois. Et enfin, voilà, en fait, on en parle beaucoup de ces sujets-là. Du coup, ça nourrit en fait aussi la conversation entre nous deux. Et donc, ça nourrit ma réflexion sur ça. Donc, je l'ai eu un peu après quand même. Du coup, ouais, à ce moment-là, ça vous incite un peu à développer une vraie réflexion sur les impacts du voyage et du tourisme, comme vous venez de l'indiquer. Et à incarner un peu cette réflexion aussi en pratique à l'approche d'un voyage un peu plus long que vous avez l'opportunité de réaliser. On est en 2023 et vous savez que vous avez 2 mois de dispo devant vous pendant l'été. Et donc vous vous lancez dans l'organisation d'un projet de voyage engagé, d'abord à la rencontre des écolieux et des low-tech. Et vous vous interrogez un peu sur quel format de partage choisir, en pensant notamment à l'outil vidéo. Comment est venue cette idée de projet et comment se manifeste-t-elle au départ ? Je pense que l'idée de base vient de Coco, qui me dit moi je serais pour faire un voyage toutes les deux. En plus on va avoir un peu de temps devant nous. Et moi je suis toujours partante pour faire un voyage, donc c'était pas très compliqué. Et c'est vrai qu'on s'était dit on aimerait voyager différemment et peut-être un peu plus engagé. Et du coup, quand on était pendant notre école d'ingénieur, on avait un prof qu'on aimait énormément. Il était un peu différent des autres profs. Il avait créé une sorte de maison un peu en low-tech dans les bois. On a découvert tout ce qui était le low-tech explorer, etc. Et on a vu qu'il y a des gens qui faisaient des voyages où ils allaient à la recherche de gens qui mettaient des initiatives low-tech chez eux. Et que voilà, il y avait des gens qui pouvaient rassembler tout ça pour créer des tutos, pour que les gens puissent aussi construire les choses chez eux. Et on trouvait l'idée super de voyager à la recherche des personnes qui font des low-tech. On s'était dit pourquoi pas nous aussi aller à la rencontre de ces gens-là. On a grandi en se projetant beaucoup dans voyager assez loin. Et quand on était petite, on a quand même eu la chance de le faire avec nos parents. On a eu envie de voir ce que ça donnait à un autre type de voyage. Donc c'était un peu le voyage des expérimentations. Donc là, on avait un peu envie de tout tester. Et comme on savait pas quand ça serait non plus la prochaine fois qu'on aurait 2 mois toutes les deux, c'était vraiment pour nous un peu le moment, l'occasion de le faire. Mine de rien, c'est aussi venu de là. On s'est dit, on peut pas prendre l'avion. Peut-être qu'un jour, on aura quand même envie de voyager loin. Peut-être que c'est bien de tester le voilier, parce qu'on sait qu'on peut faire la transatlantique, on sait qu'on peut aller à d'autres endroits en voilier. Donc je pense que tester le voilier, c'est un peu venu de là. Le vélo, c'est qu'on avait déjà fait du coup 2 petits voyages à vélo de 1 semaine à 10 jours. On avait bien aimé. Et le woofing, je pense que c'est venu un peu tout seul. Je saurais pas dire exactement. Mais je sais qu'on a commencé à regarder un peu là-bas déjà parce que c'était une façon de voyager abordable. On était étudiantes, on n'avait clairement pas beaucoup d'argent, spécialement pour voyager. Donc le woofing, ça s'y prêtait bien. Et quand on a commencé à chercher, on est tombé sur des annonces qui nous ont beaucoup donné envie. Donc on a un peu choisi ça parce que ça collait. Et du coup, le woofing aussi, c'est venu parce que notre première idée, c'était de chercher des écolieux et des low-tech. Mais quand même, on s'est aperçu que, à force de chercher des pages sur les pages norvégiennes, tout écrit en norvégien, de low-tech, d'écolieux, on s'est un peu perdu. On y a passé un peu de temps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple à trouver. En tout cas, pas aussi facile qu'en France. Et donc, ça nous a un peu fait nous dire, pourquoi on va toujours en Norvège alors que c'est beaucoup plus facile de trouver des endroits d'écolieux et de low-tech en France. Et là est venue une grande discussion entre nous deux.
et réflexions en train de se dire, en fait, pourquoi on veut aller en Norvège, quoi. Pourquoi on va pas faire tout ça en France? Parce qu'on peut aussi faire du voilier, on peut aussi faire du woofing et on peut faire du vélo aussi, quoi. On a beaucoup tout remis en question, même plutôt loin dans le projet de voyage. Et finalement, on est quand même parti en Norvège pour plusieurs raisons. Déjà des raisons un peu personnelles qui étaient que on s'est pas vu pendant à peu près 1 an parce que Lulu était à l'étranger et moi ici. Et du coup, on avait envie de se retrouver aussi. Et on s'est dit que être à l'étranger, ça pouvait favoriser ça. Que si on était en France, on aurait peut-être un peu plus la tentation de participer à tel ou tel événement de nos proches ou autres en fait dans l'été, et que sûrement que si on était en France, on n'arriverait peut-être pas à partir 2 mois, un peu plus coupé de tout ce qu'on connaît. Et du coup, la Norvège a joué pour ça, mais ça aurait pu être un autre pays pour prendre le temps un peu de se retrouver. Et ça a finalement été la Norvège parce que on a fini par trouver un voilier qui longeait la Norvège. On a trouvé un woofing qui nous plaisait beaucoup, qui était en Norvège. Et là, on s'était dit, on veut vraiment faire du vélo en mode nomade. On dort où on veut, on s'arrête quand on veut, avec la tente. Et en Norvège, c'est autorisé de faire du camping sauvage. Là où en France, pas vraiment. Enfin, on peut, mais c'est un peu plus compliqué. Et en vrai, ça rassurait aussi nos parents de savoir que c'était autorisé, complètement légal, de camper où on voulait. Voilà. Donc là, on est à l'été 2023. Vous partez de Lyon en train et vous rejoignez le nord du Danemark en train. Puis vous prenez un petit ferry pour rejoindre Kristiansand, à l'extrême sud de la Norvège. Et ensuite, c'est là que démarre votre petit périple à vélo pendant 10 jours en autonomie, comme vous l'indiquez. Comment se passe cette première aventure en territoire nordique et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et du coup, quand on est arrivé, on avait donc réservé des vélos sur le Bon Coin norvégien, comme on fait d'habitude pour les voyages à vélo. Et donc un peu moins sûr qu'en France, dans le sens où en fait c'était compliqué de payer parce que ils ont pas la même monnaie, donc on n'était pas 100% sûr d'avoir les vélos au moment où on les voulait quand même. Mais finalement, tout s'est bien passé, on a pu avoir ce qu'on voulait. Et au tout début, c'était un peu compliqué parce qu'on du coup, on a dû prendre des trucs qu'on n'avait pas l'habitude, comme par exemple le bidon de 5 litres d'eau, parce que du coup, comme on s'arrête pas dans une auberge ou dans un camping, faut quand même qu'on ait assez d'eau pour cuisiner et pour boire. Et le tout premier coup, on a trouvé un bivouac un peu juste à la sortie de la ville de Kristiansand. C'est vrai que c'était pas le meilleur spot. Il y avait une fourmilière à côté, tout était un peu trempé. On a dû mettre des sacs poubelles sous la tente pour pas que tout soit trempé comme ça. On s'est un peu dit, oula, c'est une première journée un peu rude, mais c'est le début, quoi. Ça, c'était le tout début. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Je pense que la première journée a un peu donné le ton du vélo, parce que du coup, on a récupéré les vélos, on est parti. Faut pas imaginer des beaux vélos de voyage très adaptés. C'était vraiment des vélos un peu pourris qui roulent à peu près, quoi. On a eu la chance, nos sacoches tenaient dessus, on a pu tout mettre dessus. Et donc on est parti à 17h un peu sous la pluie en se disant bon, on espère qu'on va trouver un endroit bien pour dormir. Enfin, c'était rigolo parce que c'était plein de premières fois. C'était la première fois qu'on faisait du camping sauvage en faisant du vélo. C'était la première fois qu'on utilisait un réchaud. Donc on était vraiment là, une fois qu'on avait réussi à poser la tente, trouver un spot pour dormir, on était là en mode comment ça marche un réchaud? Et vraiment chaque chose était nouvelle. Mais on a survécu à la première soirée. Et après, le vélo en soi en Norvège était vraiment très chouette. Nous, on avait un peu peur du dénivelé. Parce que, en fait, on fait du vélo que pendant les vacances. Du coup, on n'a pas l'habitude de faire du dénivelé à vélo. Encore moins avec des grosses sacoches. Et les 2 voyages à vélo qu'on avait fait avant étaient intentionnellement au plat. Donc c'était vraiment une première aussi. Et alors on n'était pas à l'endroit qui montait et descendait le plus de Norvège quand même, mais il y avait quand même un petit peu des montées, en tout cas plus que ce qu'on avait fait. Et ça s'est plutôt bien passé. Le vélo en Norvège c'était hyper agréable parce que, en tout cas où nous on était, il y avait beaucoup de pistes cyclables, de chemins un peu dans la forêt, même les routes. En fait, il y avait très peu de voitures. Et nous, on montre un peu dans la BD, mais on a un peu des flippettes des voitures à côté des vélos sur la route, enfin à côté de nous. Et en fait, on a, je pense, jamais eu peur en Norvège des voitures, parce qu'il y en avait très peu et qu'elles faisaient très attention aux vélos. Donc, en termes d'expérience, c'était vraiment très chouette. Et pour dormir, on a vraiment rarement eu du mal à trouver un endroit agréable où dormir. La plupart du temps, on dormait en général dans des lieux qui sont dans la nature, souvent même au bord d'un lac. Enfin, c'était vraiment très facile à trouver, très accessible, en tout cas là où on était. Et est-ce que vous avez fait un peu des rencontres sur ces 10 jours? Est-ce que vous étiez complètement seul sur cet itinéraire à ce moment-là?
Bon, en vrai, on n'a pas rencontré beaucoup de personnes, même si c'était, un coup il pleuvait énormément, on est resté dans un resto tout l'après-midi, parce qu'on n'avait pas envie de rouler sous la pluie. Mais par exemple, on a un peu sympathisé avec le gars qui tenait le resto. On n'a pas fait des rencontres vraiment très longues dans le temps. C'était plus des petits gestes de gens qui nous aidaient ou voilà. Et on s'est quand même rendu compte que ce mode de voyage-là, d'être nous deux, déjà on était deux, et puis qu'en autonomie comme ça, ça facilite pas forcément le fait de rencontrer, mine de rien. Parce qu'on cherche pas à dormir chez l'habitant, donc on cherche pas à rencontrer vraiment. Mais à ce moment-là, nous on était plutôt OK avec ça. Parce que justement, le voyage, il était comme séparé en 3 voyages un peu, vu qu'on faisait des choses très différentes. Et du coup, ça, c'était vraiment la première étape de... On se retrouve un peu. Et en même temps, je pense qu'on en avait besoin avant de poursuivre et de rencontrer des gens aussi à plusieurs. Et sur le reste du voyage à vélo, c'est rigolo aussi parce qu'on se rend compte qu'on très vite, on prend une routine, alors qu'on n'est pas chez nous. Mais en fait, je pense que du coup, ça fait du bien d'avoir la routine à chaque fois de poser la tente, mettre le matelas, se changer. On avait vraiment une routine très très millimétrée qui s'est installée très très vite. C'était assez rigolo. Et puis après aussi, on se rend compte qu'on prend des petits réflexes très drôles de quand on passait par des villes. Si on voyait un centre commercial qui est à peu près ce qu'on évite au quotidien chez nous, on était en mode « Attends, je vais aux toilettes, on peut remplir le bidon de 5 litres, il y a une prise !» Et vraiment... On a pris l'habitude après, même quand on était de retour plutôt en ville à l'arrivée, de voir une prise, d'être en mode « Ah, c'est bon, on peut charger le téléphone !» Et là, on peut aller dans des vraies toilettes. Et c'est assez rigolo le changement de l'un à l'autre. Fait qu'on voit plus les choses tout à fait pareilles. Après, pendant un certain temps, c'est drôle. Ouais, c'est sûr, c'est ça aussi un peu la magie du voyage, de découvrir l'essentiel, les petites choses dont on se rend pas compte au quotidien. Et du coup, là, c'était la première étape du voyage en binôme qui vous a permis de vous retrouver, de passer du bon temps ensemble. Et ensuite, il y avait aussi la volonté de s'immerger un peu dans le territoire, de se retrouver dans un lieu en particulier. Donc, vous aviez prévu de réaliser environ 1 mois de woofing sur les 2 mois de voyage, donc de rester dans un lieu fixe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est le woofing et pourquoi vous aviez envie de vivre cette expérience en particulier ? Du coup, le woofing, je sais pas dire la définition exacte, mais en gros, c'est travailler chez une personne en échange d'être nourri et logé, principalement. Et du coup, c'est un moyen quand même assez cool de voyager, puisque du coup, on dépense moins d'argent. On n'en gagne pas forcément, mais en tout cas, on n'en dépense pas. Et c'est aussi l'occasion, du coup, il y a souvent plus de personnes que juste nous qui faisons le woofing. Et il y a aussi un intérêt, c'est qu'on peut choisir un petit peu dans quel endroit on fait son woofing. Nous, par exemple, on a choisi un endroit un petit peu comme une ferme, on va dire. Donc du coup, on voulait aussi s'occuper d'animaux. On aimait bien le côté un peu jardin. Voilà. Donc si c'est un intérêt qu'on a, c'est une bonne solution pour voyager. Du coup, ce woofing, où c'est qu'il prend place ? Parce que du coup, à vélo, vous alliez en direction d'Oslo, vous êtes arrivé à Oslo. Et ensuite, où c'est qu'a pris place ce woofing ? Et quelle était un peu la spécificité de cette expérience ? Quelles étaient un peu les tâches que vous faisiez ? Nous, le woofing, il était pas très loin d'Oslo. On avait pris un petit train avec les vélos dedans et on a débarqué comme ça au woofing. On avait quelques petites attentes parce qu'on avait un peu entendu parler de permaculture. On s'était dit peut-être on va apprendre à jardiner un peu différemment. On savait qu'il y avait un peu des animaux, donc on était contente. Mais en vrai, on s'était pas trop plus renseigné que ça non plus. Et on savait pas du tout combien de personnes allaient être là-bas, si c'était grand, petit, ce qui allait vraiment se passer pendant 1 mois. Et ça a été une sacrée découverte quand on est arrivé et qu'on nous a fait la présentation un petit peu du lieu. Et même tout ce qui en a découlé après, c'était vraiment un voyage à part entière, juste les 1 mois de woofing. En fait, on a choisi celui-ci parce que le projet nous plaisait quand même un peu de base. Donc c'était une dame qui avait la 60aine, qui avait racheté un ancien corps de ferme et qui avait pour projet de remettre de la biodiversité sur son site. On trouvait déjà le projet assez chouette. Et elle avait des animaux, mais qu'elle n'exploitait pas, en l'occurrence. Donc ça aussi, c'était un peu important pour nous. Donc elle avait notamment 2 cochons, un peu ça qui nous a fait craquer sur l'annonce. Et donc quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte quand même que c'était, par rapport aux autres récits de woofing, alors qu'on a eu depuis, à l'époque on n'y connaissait vraiment rien du tout. C'était quand même pas un woofing classique, au sens où on est arrivé et il y avait déjà beaucoup d'autres woofers avec nous. Je pense qu'on était peut-être 8 ou 10, ce qui est déjà assez élevé pour un nombre de volontaires sur site.
Et du coup, la personne qui nous accueillait n'était pas là parce qu'elle avait dû s'absenter pour une urgence. Donc, on était vraiment que entre woofers. Et spécificité aussi, on était tous jeunes. Il y avait un peu une ambiance Erasmus. Enfin, en tout cas, on était tous très jeunes de différentes nationalités. Donc, je pense que ça a aussi participé à notre sensation de voyage. On a quand même rencontré des gens de cultures différentes en faisant des activités qui étaient différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et donc, sur le woofing en lui-même, on va dire que pendant 1 semaine et demie ou 2 semaines, on a eu des activités qui étaient relativement classiques, plutôt liées à l'entretien de la parcelle, à un peu faire à manger, aller récupérer les fruits et les légumes au jardin ou récolter un peu des baies sauvages, entretenir le site, s'occuper un peu justement des cochons ou faire des clôtures. Et en fait, après, ils ont commencé à nous parler d'une sorte de festival, un événement plutôt, dont la personne qui nous accueillait nous avait un petit peu parlé. Mais juste en nous disant il y aura un festival sur la biodiversité et les contes quand vous venez. Et donc on s'était un peu arrêté à cette information, ou peut-être qu'elle avait pas utilisé le mot festival mais juste événement. On s'était dit ok, ça a l'air sympa. Et donc en fait on était aussi chargé d'organiser un peu ça, donc on faisait des panneaux d'indication, on aidait à préparer les décors par exemple s'il y avait besoin, à créer un chemin dans la forêt pour qu'ils puissent avoir des promenades un peu guidées, des choses comme ça. Donc ça, c'était la première partie où c'était encore assez des travaux manuels, on va dire une partie de woofing un peu classique, même si on était beaucoup. Et la deuxième partie, par contre, c'était l'événement, où là, on s'est retrouvés à passer d'une dizaine de personnes sur site à une quarantaine. Ça a changé complètement la dynamique. Nous, on a déménagé dans la grange pour laisser de la place aux nouveaux arrivants pour qu'ils dorment dans la maison. Donc on était 5 ou 6 à dormir dans la paille. En fait, ça a complètement changé le quotidien, quoi. Donc ça, c'était assez rigolo. Et puis surtout... notre travail à ce moment-là, ça a été de participer au festival. Donc il y avait beaucoup d'ateliers en fait avec des conteurs qui sont venus vivre sur site pendant les à peu près 2 semaines, 10 jours. Et donc nous, on avait un petit rôle d'organisation. Donc on avait fait des équipes entre les bénévoles pour une équipe qui accueillait les gens, une équipe qui aidait à préparer les ateliers avant. Enfin, chacun avait son rôle. Et en parallèle de ça, outre aider à la cuisine, notre rôle c'était de participer aux ateliers. Donc ça a complètement changé la dynamique d'un woofing classique en fait. Là c'était vraiment, elle nous logeait et elle nous nourrissait pour qu'on participe à l'événement et qu'on l'aide un petit peu à organiser, mais c'était quand même très très différent. Et c'était vraiment des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça c'était assez marquant. Et puis surtout, ce qu'on s'est pas rendu compte tout de suite, mais plus après, c'était que c'était aussi notre première expérience de vie en communauté, à la fois à 10 personnes et à 40 personnes. Alors c'est des tailles très différentes, mais on l'avait jamais fait. Et pour le coup, comme c'était quand même sur 1 mois au total, il y a des dynamiques qui se créent. Et il y avait des choses qu'on a pris l'habitude de faire parce que la dame qui nous accueillait nous les a un peu appris sur de vivre ensemble en fait à autant de personnes. Par exemple, parmi les petits trucs qui aidaient beaucoup, à un moment du repas, on était tous ensemble à une table. On faisait quand même un petit tour de table pour savoir comment chacun se sentait. C'était rien, mais ça aidait vachement à se dire si cette personne va pas bien là, je vais peut-être pas lui demander tout le temps de m'aider pour telle tâche ou faire. Ça prenait juste en compte l'opinion de chacun et son ressenti. Et c'est un truc qu'après on s'est dit en fait il faut faire ça quand on est beaucoup parce que sinon on se perd vite et on a tendance à pas penser aux autres. Enfin c'est un peu compliqué à décrire, mais en fait c'est comme des petites clés avec lesquelles on est reparti après. Après quand on a refait des activités en groupe, on s'est dit purée, ça c'est un outil qui marche énormément. Donc on était très contente d'avoir appris tout ça pendant le woofing. Ouais, vous regrettez pas d'avoir choisi de vivre sur les 2 mois de voyage 1 mois justement dans ce lieu fixe et de pouvoir explorer un peu toute cette vie interculturelle aussi, toutes ces rencontres. Oui, non, vraiment pas du tout. Ouais, c'est presque l'un des trucs qui nous a le plus marqué dans le voyage finalement ce woofing, alors qu'il avait plutôt lieu d'être un petit peu le côté où on allait se reposer, on n'allait pas perdre d'argent non plus, ça allait être cool, on allait s'occuper des cochons. Ça a pris d'un coup une autre tournure qui nous a fait un peu nous dire waouh, en fait c'est ok aussi de se faire surprendre quand on voyage comme ça, même si on a un peu planifié notre voyage. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 coups, des fois on n'était pas forcément à l'aise parce que beaucoup de monde et on s'était dit oh là là, est-ce qu'on avait envie de ça, tout ça. On s'est un peu questionné et finalement on était très très contente d'avoir vécu ça. Moi je me souviens que le woofing il m'a beaucoup marqué aussi parce que justement dans le livre que j'avais lu, le manuel de l'antitourisme, donc l'auteur explique que la société est un peu faite pour que ça soit difficile de changer nos modes de voyage parce qu'on n'a que 5 semaines de congés par an, ce qui fait que quand on pose 2 semaines d'affilée l'été, effectivement c'est difficile de voyager lentement si on a envie d'aller loin. Alors après on peut réinventer le voyage, voyager bien plus proche, etc.
Mais du coup, si on a envie d'aller loin, c'est un peu compliqué. On n'a pas le temps et malheureusement, pas tout le monde peut aussi se permettre de le prendre. Et donc, il explique aussi que comme on n'a que 2 semaines de voyage par an, enfin de vacances, par exemple, qu'on va poser d'affilée l'été, et qu'on a attendu ces vacances-là toute l'année, parce qu'on a travaillé toute l'année, et que c'est fatigant. Le travail, ça prend au quotidien, ça prend beaucoup d'énergie. Les vacances, c'est là où du coup, on n'a plus trop d'énergie, donc on a envie de se reposer. Donc on va peut-être un petit peu moins partir à l'aventure, on va peut-être un petit peu moins se mettre en inconfort. Donc on planifie tout pour être sûr de profiter au maximum. Donc on va réserver tel bateau pour aller à tel endroit, faire telle visite, telle excursion. On prévoit tout pour optimiser au maximum le temps libre qu'on a. Et du coup, dès qu'il y a un imprévu, on n'est pas bien, on peut s'énerver parce qu'on avait beaucoup d'attentes, parce qu'on a peu de temps, et que du coup, on n'arrive pas trop à se réjouir de l'imprévu, on n'arrive pas trop à rebondir dessus. Et du coup, moi, j'étais partie un peu avec ça en tête. Et nous, c'est un peu ce qu'on a voulu beaucoup faire dans notre voyage, être flexible. Sur le vélo, on s'était dit, on part, on se prévoit aucun nombre de kilomètres par jour, on sait juste qu'on veut aller en direction d'Oslo. Et si jamais la date d'arrivée au woofing était très flexible, si jamais on met trop de temps, on prendra un bus ou un train pour rejoindre Oslo. Si on est trop lente à vélo, si on avait fait que 20 km, mais qu'on avait trouvé que la journée de la veille était un peu dure et que on trouvait un endroit super beau, on s'arrêtait et on passait l'après-midi là-bas et on dormait là-bas. On était hyper flexible sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que sur le woofing, moi, je m'étais un peu fait prendre à mon propre jeu, alors que je pensais en être pas être concernée entre guillemets, parce que sur le voyage, on avait essayé d'éviter ça, les trucs trop prévus, et essayer d'être flexible. Et en fait, du coup, même si on n'avait pas projeté beaucoup de choses sur le woofing, on s'attendait pas trop au festival. Et en fait, c'était un festival qui demandait quand même, je sais pas si c'est de l'ouverture d'esprit, mais en tout cas, on faisait beaucoup d'ateliers qui nous sortaient de notre zone de confort, qui étaient soit liés à la créativité, soit liés à être dans la nature. On faisait des choses qu'on n'avait pas l'habitude trop de faire. Et je me souviens qu'une fois, du coup, Georgiana, la personne qui nous accueillait, nous avait dit vous savez, tel atelier que vous avez fait, vous avez sûrement dû écrire peut-être un poème ou une histoire. On va tous descendre dans le village, on fait une représentation devant tout le monde. Et elle nous le dit genre à 16h pour 19h, quoi. Et moi, je me suis sentie être en mode moi, j'ai rien écrit, ça va pas le faire du tout. Qu'est-ce que je vais raconter j'ai super peur d'être devant les gens et tout. Et en fait, ça m'a vraiment... j'ai été toute rigide, entre guillemets. Et on en a parlé. Enfin, on en a parlé entre nous parce qu'on était plusieurs à un peu se sentir comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé aussi là d'être 2, par exemple, parce que du coup, on en a parlé avec Lulu. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à changer un peu ma perspective. Parce que, en fait, elle m'a dit oui, dans le quotidien, ça serait pas forcément agréable si on nous imposait ça. Mais en fait, là, on est en voyage dans un pays qu'on connaît pas, dont on parle même pas la même langue. Au pire, on fait un poème ou un chant ou quoi que ce soit devant 20 personnes d'un village qu'on reverra jamais. En vrai, c'est une expérience, en fait. C'est drôle et ça nous sort de notre zone de confort, et elle est aussi là, la flexibilité. Enfin, ça m'a juste fait réaliser que c'est quelque chose qui est jamais acquis et qui se travaille. Et que même si moi, je pensais que c'était bon, parce que ça me dérangeait pas de rater un train, en fait, c'était pas tout à fait ça. Parce que ça me dérangeait un petit peu quand même parfois de sortir de ma zone de confort, d'aller dans un truc que j'avais pas prévu. Donc sur ça, c'était intéressant, parce que c'était un petit peu challengeant et ça m'a fait aussi réaliser des choses via la mise en pratique, en fait, via l'expérience. Et du coup, pendant le woofing, on avait rencontré une Espagnole sur place, qui faisait aussi bénévole, qui nous disait que elle, son projet, c'était un peu de faire un voyage à vélo avec son copain qu'elle allait rejoindre, et qu'elle cherchait à louer des vélos, mais c'était compliqué pour elle de trouver, c'était cher, etc. Et nous, on lui avait vraiment dit, si tu veux, nous, on est là avec 2 vélos et on sait pas trop quoi en faire, parce qu'après, on part pour une semaine en voilier. Et elle nous a vraiment dit, je vous les rachète le même prix, c'est super, ils sont géniaux. Et voilà, et en fait, elle les a ramenés après même en Espagne avec elle, parce qu'elle les a trop aimés. Même si nous, on trouvait que c'était un peu des vélos pourris, en fait, elle les a trouvés super. Et c'était un peu ça qui avait marqué la fin du woofing aussi. On s'est dit, nos vélos sont partis, les 1 mois sont passés, super expérience, quoi. Incroyable ce passage de relais. Du coup, la dernière partie de votre périple ne s'écrit pas sur la terre ferme, parce que vous jetez les voiles en mer de Norvège et vous improvisez mousse pendant une semaine en devenant équipière sur un voilier. Le départ se fait sur la côte ouest, peu après la belle ville de Trondheim. Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler de cette semaine en mer, sans trop spoiler la BD, pour nous teaser un peu? Et du coup, le voilier, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire pour le voyage. On était trop contente d'être à bord. On n'avait aucune idée de comment est-ce qu'on faisait pour être équipière. On connaissait rien du tout. On savait pas si on avait le mal de mer.
C'était vraiment pareil comme tout le reste du voyage, un petit peu bon, on tente, on verra ce qui se passe. Et voilà, on était 5 sur le voilier, donc 4 équipières et équipiers et un capitaine. Et voilà, on était 2 débutantes quand même, donc et on nous a un peu tout appris pendant une semaine. Le voilier, c'était une toute nouvelle expérience pour nous. Et je pense qu'on avait quand même pas mal de questions. Alors déjà sur le fait qu'on savait rien faire. Même on se demandait si on allait naviguer de nuit ou pas, donc si on allait faire des quarts de nuit. Comment ça se passait l'organisation sur un bateau. Un bateau, c'est quand même tout petit. Et on vivait à 5 dessus. Donc il y a quand même un vrai sujet de est-ce qu'on s'entend bien avec les gens qui sont avec nous. Et encore, nous, on partait qu'une semaine, donc c'était pas très grave si jamais on s'entendait pas. Mais en vrai, c'était intéressant pour nous parce qu'on s'était dit, si un jour on part plus longtemps, c'est quand même important en fait, voire très important, les gens avec qui on part et donc de pouvoir échanger avec eux avant. On avait échangé au téléphone avec Arthur, le second du capitaine. Le courant était vraiment bien passé, mais bon, on sait jamais vraiment non plus. C'est aussi ça l'aventure et c'est aussi savoir si on est capable de vivre pendant un certain temps aussi proche d'autres gens. Et puis après, oui, savoir si on arrive à s'adapter au rythme de est-ce qu'on navigue tout le temps de jour, est-ce qu'on fait des quarts, auquel cas ça change vraiment complètement le rapport au temps. C'est un peu les questions avec lesquelles on est arrivé sur le voilier et qu'on a pu expérimenter, du coup, pour le coup. Et je pense qu'on se demandait aussi ce que ça faisait comme effet d'être isolé un peu en mer pendant quelques temps. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on a expérimenté pendant le voilier. On donne un peu plus de détails, enfin même beaucoup plus de détails dans la BD, mais globalement, la semaine c'est bien passé. On a redescendu une bonne partie de la côte norvégienne et puis on est arrivé à Bergen au port où c'était vraiment l'ambiance super joyeuse avec plein de musique comme on pourrait imaginer dans les films, ce qui était un peu le hasard mais c'était assez rigolo de finir un peu le voyage comme ça. Et c'était aussi la fin du voyage en voilier tout court pour l'équipage. Du coup, l'équipage qu'on a rejoint, ils étaient partis de France plus tôt que nous. Nous, on était partis en début juillet, ils étaient partis plutôt en avril. Ils ont remonté toute la côte norvégienne vraiment à l'extrême nord de la Norvège. Et ensuite, ils l'ont redescendu et nous, on les a pris sur le retour. Et par contre, Bergen, c'était vraiment leur dernière étape. Donc c'était aussi la fin du voyage pour tout le monde. Et du coup, ça créait quand même une atmosphère un peu différente, mine de rien. Et du coup, votre arrivée à Bergen signe un peu aussi la fin de votre voyage, à vous. Du coup, ensuite, vous revenez sur Lyon en train. Comment vous faites pour revenir ? Oui, c'était un petit peu... On était quand même assez fatigués, notamment de la semaine de voilier qui était quand même un peu aussi fatigante, et même tout le voyage. C'est vrai qu'on est rentré quand même assez vite, on avait prévu des trains qui se suivaient. Il y a eu un coup, on a dû dormir un peu dans une gare. Enfin bon, c'était un peu un retour assez rapide. Et surtout que moi, j'avais ma rentrée le 2 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc il fallait être impérativement le dimanche à Lyon, quoi. C'était vraiment pressé. Mais c'était voilà, un retour rapide. Donc au retour de voyage, il y a toujours cette envie forte de partage, que cette aventure, elle soit pas seulement personnelle, mais qu'elle puisse aussi s'épanouir dans une dimension plus collective, qu'elle puisse inspirer d'autres personnes à partir, à oser le slow travel. Et donc vous aviez tenu un peu un journal de bord tout au long de votre périple, et vous vouliez faire quelque chose de ce travail. L'idée d'un livre émerge, puis plus précisément celle d'une bande dessinée. Qu'est-ce qui vous attire dans le format bande dessinée ? Et est-ce que c'est un support que vous aviez l'habitude de parcourir ou de consommer ? En tout cas, on s'y est beaucoup plus intéressé, notamment les romans graphiques, les bandes dessinées, pas longtemps avant le voyage en vrai. Et donc, je pense que ça a beaucoup influencé aussi. On s'est dit, oh là là, c'est quand même une façon hyper chouette de raconter ce qu'on a vécu parce qu'il y a les images en dessin. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, c'est un format qu'on aime bien. Enfin, on adore acheter, on en achète beaucoup trop d'ailleurs, des bandes dessinées. Donc oui, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là aussi. Et on s'est fait un peu influencer par d'autres personnes qui racontent un peu leurs expériences via ce moyen-là. Et on trouvait que c'était hyper adapté à notre voyage. Et la BD, ça nous permettait, on trouvait, de raconter le voyage de façon aussi un peu légère. On a beaucoup réfléchi à comment on avait envie de partager notre expérience. Et on est passé par plusieurs étapes. Au début, on se disait, est-ce qu'on essaie de sensibiliser, d'expliquer l'impact de l'avion, d'expliquer l'impact de voyager à certains endroits. Et en fait, on s'est dit, c'est pas sous cet angle-là qu'on a envie de l'aborder. En fait, on n'a pas envie de parler d'impact carbone, on n'a pas envie de parler d'écologie. Quand on raconte notre voyage, on a envie d'emmener le lecteur et les lectrices avec nous, qui se sentent en voyage quand ils lisent la BD. Parce qu'à travers nos personnages, en fait, on raconte... c'est ça un peu qui nous a marqué, c'est qu'on s'est dit, la BD, c'est un moyen trop bien
pour faire rire et pour partager nos émotions. Donc c'est pour que quand la personne est en train de lire, elle se dise « Oh, la galère !» ou « Ah, moi j'ai déjà été dans cette galère-là !» ou « Ah oui, ça c'est trop vrai, ça arrive tout le temps en voyage à vélo !» ou à l'inverse « Ah, donc c'est comme ça, mais il y a aussi ça qui est trop bien. Ah, j'aimerais bien peut-être faire ça. » Que la personne qui le lit se dise, soit ça lui rappelle des souvenirs de voyage, soit qu'elle se dise « Ah, ça pourrait me donner envie » et qu'elle puisse se projeter dans nos personnages et sans, entre guillemets, faire de leçons de morale, même si c'est hyper important d'avoir des ordres de grandeur, de sensibiliser. Il y a des gens qui le font très très bien. Et nous, on s'était dit que pour que la BD donne envie à plein de gens et qu'elle puisse, on espère, essayer de toucher un petit peu des cibles différentes de juste les gens qui sont déjà à fond dans l'écologie, dans l'environnement, on s'est dit qu'on allait essayer d'avoir un petit peu plus de recul, de raconter plutôt une aventure, plutôt nos émotions. Et puis aussi, on s'est un peu rendu compte qu'on avait des profils auxquels on pouvait beaucoup s'identifier, dans le sens où, mon frère il dit tout le temps, vous êtes sportif que pendant les vacances. Et voilà, montrer que en fait, nous, ce qu'on a fait à vélo, c'est finalement pas une très grande distance. Et on n'a pas fait beaucoup de kilomètres par jour. Du coup, c'est pas du tout impressionnant pour la plupart des gens qui font des voyages à vélo. Et c'est peut-être ça aussi qui donne envie aux gens de se dire, ah bah, moi je peux faire comme elle, quoi. Je me sens capable. C'est accessible, quoi. Et c'était ça aussi un peu notre point, on va dire, fort de la BD, c'est qu'on s'est dit, ben, moi, sans avoir fait ce type de voyage, je me verrais bien le faire parce que je lis cette histoire-là, quoi. Donc vous lancez sur le format BD, mais là il y a juste un tout petit problème, c'est que vous savez pas dessiner, et pourtant vous avez essayé. Alors il fallait trouver une personne qui puisse réaliser tout ce travail d'illustration à partir de votre journal de bord, une personne qui puisse comprendre vos intentions, comprendre votre voyage, imaginer les situations que vous avez vécues, les transposer en dessin dans un style qui vous plaise et qui soit à l'image de votre aventure et de la manière dont vous souhaitez la partager. Donc un sacré défi qui n'est pas évident de relever. Et il faut trouver la personne, il faut que ça matche sur tous les plans. Et donc vous lancez dans des recherches, notamment sur Instagram. Et puis au bout d'un moment, il y a un profil qui émerge, qui est celui de Morgane. Comment vous l'avez trouvé et qu'est-ce qui a attiré votre attention dans son travail et dans son profil? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors au début, on était vraiment perdus, complets. Qu'on se dise les choses, on n'avait vraiment, du coup, jamais fait de BD et jamais côtoyé de personnes qui en avaient fait. Donc on revenait quand même de très très loin. Et donc quand on s'est mis à rechercher une illustratrice, on savait vraiment pas du tout comment faire, en fait, clairement. Et en parlant autour de nous, à certains de nos amis, on a eu le contact de quelqu'un qui travaillait un petit peu dans le monde de la BD, qui avait déjà fait une BD en auto-édition et aussi avec des éditeurs. Cette personne travaille dans une association. Via cette association-là, en gros, c'est une association qui regroupe plein de gens qui font de la BD. Et donc, nous, on a pu regarder toutes les personnes qui avaient fait des dessins. C'est comme ça qu'on est tombé sur le compte Instagram, je crois, de Morgane. Et c'est un peu ridicule, mais c'était vraiment notre coup de cœur. Dès le début, on a adoré son style. On s'est projeté directement, on aimait beaucoup son style, on trouvait que ça nous ressemblait un peu. C'est difficile à décrire, mais on trouvait que son style collait vraiment bien à la façon dont nous, on avait envie de... Peut-être comme on se représentait, ou comme on aimerait se représenter, ou comme on avait envie de raconter notre histoire de façon un peu légère, pétillante. Morgane, elle dessine des pirates, des voiliers. Je pense que ça nous a parlé directement. Et donc, on l'a contactée sur Instagram de façon, comme d'habitude, hyper maladroite pour nous. On a voulu lui envoyer un grand message pour lui présenter le projet. Et en fait, le message était trop grand, donc il n'y a que la moitié du message qui s'est envoyé. Ça s'est coupé en plein milieu, donc on s'est dit très professionnel. Donc c'est Lulu qui a envoyé l'autre moitié du message en disant « Ah, il y a la deuxième moitié qui arrive !» Et après, c'est Morgane qui a répondu pour la suite. Et toi, Morgane, comment as-tu reçu cette demande spontanée? Est-ce qu'elle t'a surprise? Est-ce que tu as l'habitude de devoir proposer ce genre de projet? Non, du coup, j'ai pas spécialement l'habitude parce que j'ai terminé mes études. J'avais terminé mes études pas très longtemps avant. Et du coup, ils m'ont proposé ça. Et Coco, tu dis que c'était pas professionnel comme message, mais moi, je trouvais ça trop cool parce que c'était pas un truc trop pompeux, genre c'était pas bonjour, nous vous contactons, blablabla, cordialement. Et en fait, je trouvais ça trop fun que direct elles me disent ah bah on a un projet, en fait on sait pas trop par où commencer, mais on aime bien ce que tu fais, est-ce que t'es dispo et tout.
Et du coup, moi, effectivement, j'étais dispo. Du coup, j'ai dit oui parce que leur projet me tentait bien sur plein d'aspects. Et puis voilà quoi, ça me plaisait bien. Après, justement, quand les filles elles m'ont envoyé le scénario, en fait, il y a plein de petites scènes là, pour le coup, qui sont très tranches de vie. Et moi, c'est quelque chose que j'adore lire et j'adore dessiner. Donc, il y avait tout ce côté un peu les aléas de la vie, l'amitié et tout. Je trouvais ça trop cool. Et aussi le fait que même si dans la BD, donc comme tu disais, c'est pas de la vulgarisation oui, l'écologie, l'impact carbone, etc. En fait, il y a quand même ce thème sous-jacent où on peut quand même réfléchir à se dire ah oui, c'est ça en fait le voyage lent. Enfin, le lecteur après il peut plus réfléchir là-dessus au travers d'une BD qui est un peu rigolote. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre toutes les trois ? Est-ce que c'est un appel ou est-ce que c'est autre chose ? Ou est-ce que vous vous rencontrez physiquement ? Dans quel contexte elle se fait, cette première rencontre ? Pour contexte, on habite toutes les trois dans des villes différentes en ce moment. Donc moi à Lyon, Lulu à Bruxelles et Morgane maintenant à Paris. Donc c'était compliqué de se rencontrer en vrai. Dans les timings où on s'envoie le message, on se dit qu'on est intéressé, où il fallait quand même qu'on puisse échanger pour voir si le projet pouvait aller plus loin. Et donc on a fait une visio, donc qui remonte un petit peu, mais où pour moi on a présenté un peu le projet à Morgane. Je pense que c'est à la suite de cette visio qu'on a dû lui envoyer tout le scénario. Donc nous on avait écrit sur Word un peu sous forme de réplique et qu'on a discuté un peu des choses aussi pratiques du projet, mais qui sont quand même très importantes, du type on veut faire de l'auto-édition et pas passer par une maison d'édition. Ça a quand même un impact fort sur l'illustratrice pour le coup, sur Morgane. Donc on a parlé un peu de ces choses-là qui étaient un peu des choses aussi pratiques mais sur lesquelles il fallait qu'on soit d'accord. Moi je me souviens que ça m'avait marqué parce que du coup on a parlé de l'auto-édition et Morgane, je pense que t'avais dû dire un truc du style que tu savais pas trop parce qu'on était parce qu'on n'était pas connus. Enfin en fait on n'avait pas de compte Instagram avec des milliers d'abonnés ou quelque chose qui ferait qu'on est sûr qu'on va remplir la cagnotte en fait. Et du coup je me souviens qu'il y avait ce questionnement là et que nous on t'avait un peu juste dit on a vu que eux ils sont partis et ils ont fait un crowdfunding et ça s'est bien passé et puis a priori c'est pas tant les abonnés sur Instagram, en fait c'est aussi beaucoup notre réseau et comment on arrive à mobiliser aussi les gens autour de nous pour convaincre. Et en fait je me souviens que t'avais dit oui vraiment en 2 secondes quoi. On avait juste dit oh si je pense ça va et toi t'avais dit ok. Et vraiment je m'étais dit elle est trop partante, hyper vite, c'est trop chouette. Et moi, en tout cas, même si je me souviens pas de toute la rencontre, je me souviens quand même que on s'était vraiment dit, l'énergie colle vraiment. En tout cas, avec Lulu, toutes les deux, après, en parlant, s'était dit, l'énergie va vraiment bien. Et aussi, on s'est vus en vrai. C'était au festival du voyage à vélo. Donc, c'était en février dernier, là. Et pareil en fait, ça s'est trop bien passé, on a passé tout le week-end ensemble et tout et c'était trop chouette. Donc moi mon père est venu nous voir et c'est vrai que après coup il m'a dit c'est trop bien parce que vous avez vraiment la même vibe toutes les trois. Enfin je sais pas, je trouve que le courant il passe bien et que je sais pas, il y a jamais eu d'accro. Enfin en tout cas moi de mon côté même pour la réalisation de la BD, ça s'est toujours super bien passé et il n'y a jamais eu de moment où on était un peu relou, machin. Enfin, ça s'est toujours trop bien passé, donc c'est chouette. Trop chouette, vous êtes bien retrouvés du coup toutes les trois. Trop chouette que ça ait bien matché. Et du coup, effectivement, vous êtes partis sur un projet d'auto-édition. Pourquoi faire le choix de l'auto-édition plutôt que de faire appel à une maison d'édition ? Quelles sont un peu les raisons qui vous ont poussé à ce choix ? Et qu'est-ce que ça implique concrètement ? Quelles sont un peu toutes les étapes par lesquelles il faut passer quand on veut auto-éditer une BD en l'occurrence ? Du coup, au moment où on avait parlé avec cette personne-là qui était un peu dans l'assaut de BD, c'est lui qui nous avait parlé du coup des 2 possibilités. Et donc il nous a un peu décrit chaque étape, notamment de l'édition, avec une maison d'édition. Et c'est vrai que peut-être que lui, il était aussi un peu biaisé, je sais pas. Mais il nous l'avait pas vraiment vendu. Apparemment, c'est quand même aussi une industrie. Et donc voilà, comme partout, c'est compliqué, notamment pour les librairies, même les auteurs sont pas très bien payés. Il y a tout un système qui est derrière.
Et il nous a aussi parlé du coup de l'auto-édition en nous racontant un peu plus tout ce qui était côté humain. Voilà, donc vraiment on est là à chaque étape. Auto-édition, ça veut dire que c'est nous qui prenons en charge toutes les étapes du projet. Donc de la communication, donc la rédaction de toute la BD, mais aussi son impression, qu'est-ce qui se passe après, etc. Donc chaque étape doit être gérée par la personne qui fait l'auto-édition. Là où en maison d'édition, du coup, c'est une maison d'édition qui s'occupe de tout. Donc on n'a pas de com à faire, on s'occupe pas de l'impression de qui va imprimer notre BD. C'est entre guillemets moins de travail. Mais nous, du coup, c'est venu assez vite avec Coco. On s'est dit, en fait, ça nous correspond plus l'auto-édition, puisque ce côté humain, c'est aussi quelque chose qu'on recherche finalement et qu'on a eu tout le long du voyage. Ce serait un peu bête de pas aller au bout du projet. Puis on est très curieuses toutes les deux, donc ça nous intéressait bien de voir un peu toutes les étapes. Et puis on l'a un peu pris comme une aventure. Le fait de découvrir tout le long, faire que des choses qu'on connaissait pas. Donc on s'est dit, c'est une aventure, c'est humain, ça colle un peu plus. Et il y a aussi le fait que l'avantage en auto-édition, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, alors que dans les maisons d'édition, il y a forcément un éditeur ou une éditrice qui va donner son avis, et c'est normal parce que faut que ça colle aux sorties du moment, il y a plein de choses qui doivent être relues ou modifiées. Et c'est vrai que je crois que nous, on était vraiment partis sur le fait on raconte ce qu'on a vraiment envie de raconter, et on n'a pas envie de... Il y a eu quelques scènes coupées, mais globalement, on a tout raconté. Donc dans un premier temps, Coralie et Lucille, vous êtes repartis de votre journal de bord. Vous avez défini un scénario, vous l'avez découpé en différents chapitres, eux-mêmes découpé en différentes scènes. Comment s'est passée cette phase ? Est-ce que vous avez fait face à des difficultés particulières ou est-ce que ça a coulé de source ? Mais du coup, on avait quand même un peu cette idée déjà de transmettre peut-être par une BD le voyage. Donc pendant le voyage, quand même, quand on écrivait notre journal de bord, on s'est un peu dit, on a vraiment tout raconté, même ce qui était très drôle, les petites scènes. Donc à la suite du voyage, on s'est dit, on va réécrire, on va raconter un peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de raconter pendant le voyage. Donc le vélo, on essayait quand même d'écrire chaque jour. Le woofing, c'était plus compliqué, mais on arrivait un peu à raconter. Le voilier aussi. Donc à la fin, on voulait vraiment mettre tout au propre nos journaux de bord et on s'écrivait un peu les scènes qu'on voulait mettre. Et donc on se disait, allez, à la fin de la semaine, on essaye d'écrire le début du voyage à vélo. Le soir, on se retrouvait, on était en coloc à ce moment-là. Et on se partageait, on disait, alors raconte-moi ce que t'as écrit. Moi, je te raconte ce que j'ai écrit. Oh, j'adore ta partie. Moi, je préfère la mienne pour ça. Et on a constitué comme ça tout notre truc qu'on a ensuite recopié sur Word. Ça, du coup, c'est comme ça qu'on a fait le scénario globalement. Ça a été quand même assez rapide. Parce qu'on a dû commencer, je pense, début septembre. Enfin, on a fini au mois de décembre. Enfin, c'est rapide au fait qu'on avait quand même... on faisait d'autres choses pendant ce temps-là, quoi. On avait pas mal de transports pour aller en cours, du coup, à l'époque. On écrivait les matins dans le bus, le soir en rentrant. Enfin, on écrivait vraiment dans des conditions très peu adaptées. En tout cas, pas posées sur un bureau. Enfin, rarement, je pense, posées sur un bureau. Mais bon, peut-être que c'est aussi ça qui nous stimulait notre créativité. Et le processus d'être deux et d'avoir toutes les deux tout écrit, on s'est jamais répartis. On n'a jamais dit toi tu fais telle scène, moi je m'occupe de telle autre scène. Et c'était important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas nous, dans notre façon de travailler, c'était beaucoup plus enrichissant. Parce que parfois, moi, j'allais pas du tout réussir à raconter une scène de façon un peu intéressante. C'était quelque chose qu'on avait envie de raconter, mais moi, c'était un peu chiant la façon dont j'allais l'écrire, par exemple. Et le soir, quand on s'échangeait, en fait, Lulu, elle avait trouvé une façon de la raconter qui était beaucoup plus pertinente, beaucoup plus rigolote, par exemple. Et souvent, ça se complétait assez bien, en plus. Donc pour ça, c'était trop bien. Mais donc, on l'a toutes les deux écrit en double, puis réécrite, puis écrite sur Word, essayer de faire des scènes, etc. Essayer d'adapter ensuite pour que Morgane, elle puisse comprendre. Du coup, nous, on avait un Word, on a essayé de séparer en scènes, mais c'était quand même un peu flou, ça. C'est quand même aussi Morgane qui a fait tout un travail de réussir à faire par planche et même de découper certaines scènes qui étaient un peu floues, nous, quand on le mettait sur Word, quoi. Ensuite, vous avez envoyé cet ouvrage à Morgane pour qu'elle réalise justement de premières planches à partir de ces scènes. Et Morgane, tu faisais des brouillons des pages que tu envoyais ensuite aux filles. Comment est-ce que tu procédais ? Quel matériel tu utilisais ? Et comment on passait de ces scènes écrites à des dessins ? Est-ce que tu utilisais des techniques en particulier ? Enfin, comment se faisait ton travail ? Non, en vrai, je fais au feeling. En fait, comme vous avez écrit plein de petites scènes, je m'arrangeais pour que, par exemple, une scène fasse une page ou deux ou plus. Aussi, il y a des scènes qui durent beaucoup plus longtemps. Mais ça séquençait déjà pas mal. Et après, moi, je passe au brouillon et puis
Et puis je montre aux filles si ça leur va, et puis elles valident ou pas, je fais les corrections et tout. Et sur le matériel que tu utilises? Moi je fais tout au numérique. Enfin en tout cas sur cette BD là je fais au numérique. Ouais, je fais ça sur une tablette graphique à l'ordi. Et du coup, Morgane, tu as réalisé d'abord de premières planches pour la campagne de crowdfunding. Car oui, qui dit auto-édition dit aussi qu'il faut faire connaître le projet, obtenir suffisamment de préventes, et pour cela communiquer énormément et préparer cette campagne. Et ça, c'est un vrai défi parce que forcément, c'est un pari sur l'avenir, c'est une véritable aventure, car il y avait le risque que ça aboutisse pas, que Morgane puisse pas être rémunérée. Et donc, il a fallu attendre que vous obteniez le seuil que vous aviez défini justement sur cette campagne de crowdfunding pour donner le top départ à cette création, en dehors des planches qui avaient été réalisées pour celle-ci. Et j'imagine que ça a dû un peu vous stresser. Et heureusement, votre campagne a été une véritable réussite et vous avez pu dépasser même ce seuil minimum que vous aviez fixé. Comment vous avez vécu toutes les trois cette étape essentielle du projet? Comment vous l'avez préparé? Quel était un peu votre rôle à chacune qui s'occupait de quoi? Sur la préparation de la page, je pense que ça a pris à peu près 1 mois. Faut pas négliger le temps que ça prend de préparer la page de crowdfunding. Donc Morgane, elle s'est plutôt beaucoup chargée des illustrations, quand même, qui étaient très très importantes pour donner envie aux gens, pour qu'ils puissent se projeter, pour qu'ils voient à quoi ça allait ressembler. Parce que dans une BD, le style de dessin, ça joue quand même énormément. Donc toutes les trois, on a sélectionné les scènes, enfin quelques scènes de la BD qui pouvaient donner envie de la lire, en essayant de pas non plus trop spoiler, de pas en mettre trop non plus. Donc Morgane, elle a eu ça comme quand même gros travail de faire toutes les illustrations, et il y en a quand même pas mal sur notre page Ulule, à la fois des planches et à la fois des petites illustrations de nous pour les présentations ou pour les contreparties. Sur le financement, nous, on avait regardé un peu comme un webinaire de gens qui partageaient leur retour d'expérience. C'est comme ça qu'on a su que ça prendrait sûrement à peu près 1 mois, qu'il fallait bien anticiper le dimensionnement du crowdfunding, comment on faisait. On s'est un petit peu renseigné là-dessus. Et globalement, les grosses étapes, donc ça a été de définir de quoi on voulait parler. Donc pour les financements, il y a quand même la présentation du projet. Donc trouver les bons mots assez percutants. Il y a définir combien d'argent on veut demander et savoir... c'est un sujet assez important parce que si on n'atteint pas notre cible, tout le monde est remboursé et le projet ne se passe pas. Et à l'inverse, si on met une cible trop basse, quand l'objectif est atteint, les gens ont moins envie de participer, à part ceux qui veulent vraiment acheter la BD. Mais sinon, ça motive un petit peu moins les gens à participer. Et dans ce cas, on n'est pas non plus rentable en fait si on sous-estime l'argent dont on aura besoin pour le projet. Donc c'était pas forcément facile de savoir comment fixer cette somme. Et puis après, c'est aussi pas facile parce qu'il faut se dire ok, combien de BD on va réussir à vendre? C'est assez dur à estimer, donc on se retrouve à faire des choses rigolotes de ok, dans mon entourage, j'ai tant de personnes, je pense que eux ils voudront bien nous aider, et puis tant d'inconnus peut-être, on se retrouve à faire ça. Et puis après faire des devis auprès des imprimeries, et donc essayer d'estimer à l'avance, alors qu'on n'a pas encore dessiné la BD, combien il y aura de pages, le format, etc. Donc ça nous a donné une première estimation, et c'est comme ça qu'on a pu fixer une première somme. Et puis après, il y a la partie se présenter, mettre des illustrations qui donnent envie, et puis proposer des contreparties du coup. Nous, c'était comme ça en tout cas que notre crowdfunding était organisé, où donc on disait qu'on voulait atteindre une certaine somme, et pour l'atteindre, les contributeurs et contributrices du coup pouvaient donc soit choisir la première contrepartie, c'était une BD, 2 BD, une pour offrir. Il y avait une BD et une illustration par exemple à gagner avec un ticket de loterie un petit peu. Et après, dans ce qu'on voit pas sur la page mais qu'on organise, c'est quand même préparer tous les messages à envoyer, parce qu'en fait le crowdfunding, c'est d'abord on partage au premier cercle, donc qui va vraiment être nos proches, pour commencer à remplir la cagnotte. Ensuite on dit à nos proches en gros de partager à leurs proches globalement, donc ou les gens qui sont un petit peu moins proches de nous, par exemple ça peut être le premier cercle, ça va être notre famille et nos meilleurs amis, peut-être le deuxième cercle ça sera nos collègues, les amis de nos amis, voilà, et le troisième cercle ça va être vraiment les réseaux sociaux. Et pour que les gens, des inconnus en fait, aient envie de participer, il faut qu'il y a un peu d'argent sur la cagnotte pour qu'ils se disent que le projet a l'air un peu sérieux ou a l'air d'avoir démarré quand même. Et donc ça se prépare en fait à l'avance. Et encore, je pense qu'on l'a jamais assez préparé, ce truc-là. Donc on a fait du mieux qu'on a pu. Et donc la réussite de ce financement participatif a donné le top départ de la création. Et Morgane, du coup, tu t'es lancée dans la réalisation du reste des planches.
pour donner vie à cette BD. Est-ce que c'était un défi pour toi d'adapter des situations, une histoire que t'as pas vécue? Quelle posture t'as adoptée dans ce processus un peu d'imagination, de création artistique? Est-ce que fallait essayer de se mettre à leur place? Comment ça s'est fait? Bah oui, forcément c'est un peu compliqué parce que je suis jamais allée en Norvège. Du coup, puis même pareil, le vélo c'est pas trop mon truc. Donc il y avait un côté où les filles elles me donnaient pas mal de photos aussi. Parce que vous avez un compte Insta et du coup j'allais un peu regarder là-dedans pour voir les vrais lieux où elles étaient allées pour pouvoir au mieux les transposer. Mais en même temps, par exemple pour les personnages, je sais que volontairement vous vouliez pas me donner la tête des gens. Enfin, je sais plus si je vous l'avais vraiment demandé, mais vous m'avez dit non, bah imagine, on va voir un peu ta vision. Et du coup, voilà, j'ai un peu adapté. Enfin, je pense qu'on a fait un bon mix entre des vrais lieux qui existent et où on peut à peu près situer, parce que je suis pas architecte non plus, et ce que moi j'imaginais de ce qu'elles avaient vécu, enfin pour le côté visuel en tout cas. Est-ce que tu as eu besoin de créer un lien plus intime avec cette histoire pour la faire tienne? Car en donnant vie à ces aventures que tu n'as pas vécues, d'une certaine manière, t'es amené aussi à les vivre par procuration. Bah en vrai ouais, parce que ça m'a vraiment donné envie déjà d'aller en Norvège, ça a l'air trop cool, et ensuite de faire du woofing et de vraiment faire du slow travel justement. Tu donnes un visage à cette aventure en Norvège, tu lui confères une identité visuelle propre, tu lui donnes une âme supplémentaire. Et Coralie et Lucille ne sont plus les seuls à être partis voyager, parce qu'en donnant vie à cette aventure, tu as fait le choix de la rejoindre, de la vivre avec elle. Et du coup, c'est plus le voyage de deux meufs inexpérimentées, reprenant la façon dont vous aimez vous présenter dans la BD, Coralie et Lucille, mais c'est désormais le voyage de trois meufs pirates qui vient de commencer. Est-ce que vous avez un ressenti à ce propos donc de cette communion dans le projet qui arrive à ce moment-là dans ce processus de création? Bah du coup, nous, le fait de travailler avec Morgane, ça nous apprend plein de choses aussi. Parce qu'en plus, nos échanges, ils sont toujours super intéressants. Et comme on s'entend bien, c'est un plaisir tout le temps. Là, juste avant de faire le podcast, on s'est rendu compte que ça y est, elle allait bientôt être imprimée, la BD. Que ça allait, on va pas dire la fin du projet, mais que ça commençait à être un petit peu le bout. Et on s'est vraiment dit, non, mais de toute façon, après, on va faire des festivals, c'est pas fini du tout, tout va bien, ça va continuer. On est tellement à fond et on est tellement contentes d'être toutes les trois, que ça se passe aussi bien, que ça nous donne pas du tout envie de terminer là, quoi. Ça montre bien que y a quand même une énergie toutes les trois qui est super sympa. Et voilà. Comme vous l'avez dit, le choix de l'auto-édition, c'est aussi un choix du cœur, parce que c'est le choix d'insuffler une dimension éminemment collective et profondément humaine au projet, à tous les stades d'élaboration et de partage de la BD. Et c'était ce côté humain que vous recherchiez, comme vous l'avez évoqué. Coralie et Lucille, vous me disiez qu'à partir du moment où vous avez lancé ce processus, le projet, ce n'était plus seulement sortir la BD, c'était de vivre ce second voyage, tous les enseignements, défis, compréhension et transformations qui l'accompagnent, mais aussi de vivre toutes les rencontres qui l'amèneraient sur votre chemin. Donc la première rencontre, ça a été celle de Morgane, puis il y a eu plein d'autres rencontres, celles qui échappent justement à l'industrie de l'édition, celles qui apparaissent dès lors qu'on ouvre la porte vers l'inconnu. Accepter le fait que ce soit une aventure. Et dans l'auto-édition, vous dites qu'il y a plus de contact justement avec les gens. Et globalement, vous avez été soutenu par pas mal de gens à toutes les étapes du projet, toutes les trois. Des personnes qui vous ont aidé à comprendre le monde de la BD et d'autres qui vous ont conseillé sur comment lancer une campagne de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces rencontres et justement de la dimension humaine de ce second voyage? On a eu beaucoup de chance en vrai, du coup, pendant tout le long du projet, où effectivement, on a rencontré plein de personnes qui étaient hyper bienveillantes et hyper encourageantes. Donc comme tu le disais, au début pour nous présenter un peu le monde de la BD, parce que c'était complètement inconnu pour nous. On a aussi rencontré des gens qui nous ont donné un peu des conseils pour le financement participatif, nos proches aussi, quand on se posait des questions justement sur le budget, sur comment faire, quoi prioriser. On a toujours eu des conseils très avisés et qui nous ont permis aussi de ne pas se perdre et de vraiment savoir ce qui était important pour nous.
Il y a des gens qui ont vu notre financement participatif et qui nous ont fait des petits articles en ligne pour parler de notre bande dessinée, alors qu'on n'avait pas demandé ça, quoi. C'était hyper gentil, c'était des inconnus complètement. Il y a une fille qu'on connaissait pas beaucoup qui a proposé de nous aider pour faire de la com, complètement gratuitement, bénévolement. Des gens qui ont repartagé aussi notre projet, parfois sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont fait un gros don aussi, parfois sur le projet, alors que pour nous, c'était pas... on s'y attendait pas forcément. Qui nous ont invités au festival dont on parlait, où on a pu se rencontrer pour de vrai toutes les trois. Alors que la BD était même pas sortie, ils nous ont quand même proposé d'avoir un stand pour juste présenter des planches. Et là, on a rencontré plein de personnes qui étaient super encourageantes, qui nous ont même commandé la BD pareil sur place alors qu'elle n'était pas sortie, qui nous ont proposé de participer à des futurs podcasts, de venir dans des festivals cet été. Plein de gens qui vraiment nous ont un peu tendu la main comme ça. Les gens étaient trop heureux, justement au festival du voyage à vélo, où les gens ils feuilletaient, ils nous posaient des questions, et moi j'étais un peu derrière, j'étais là oui mais la BD elle est pas encore sortie. Enfin, je sais pas, il y avait un côté où ça faisait vraiment trop plaisir parce que c'est pas encore un projet concret. Entre guillemets, le public est déjà là, quoi. Donc ça fait trop plaisir et moi ça m'a super motivée à continuer, travailler encore plus. Et là, ça va se matérialiser bientôt, justement, parce que la BD, elle va sortir fin juin. Et donc, quelles sont un peu les dernières étapes ? C'est envoyer les BD, faire des dédicaces. Parce que je sais que vous disiez aussi qu'il y a une librairie qui vous a ouvert les portes aussi pour pouvoir justement donner la BD, la vendre, tout ça. Donc, quelles sont les prochaines étapes ? Comment ça se passe maintenant ? Là, dans l'immédiat, il faut corriger toutes les fautes. Et puis sinon, envoyer toutes les planches à l'imprimeur, vérifier que toutes les pages sont correctes et qu'il n'y ait pas de cookies. Et ensuite, c'est ça, faire les envois. On aurait une petite après-midi de dédicace à la librairie à Soie, à Lyon, le 28, si je dis pas de bêtises, 28 juin. Et donc hier, on est allé à l'imprimerie pour voir un petit peu comment ça se passe les machines, comment c'est le déroulé d'une impression. Et on a appris plein de trucs. On était trop contentes. On s'est dit, waouh, c'est un métier à part entière, hein, mais hyper intéressant. Et je suis pas sûre qu'on aurait eu forcément l'occasion si c'était par une maison d'édition. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent aujourd'hui votre voyage et votre BD, il y aura d'autres opportunités de se procurer la BD ou pas ? On a fait le choix d'en imprimer un peu plus que ce qu'on a déjà vendu actuellement. Parce qu'on a envie de prolonger le projet et on veut faire des festivals avec cette fois la BD imprimée, qu'on puisse la vendre vraiment. Si on veut en savoir plus, vous pouvez aller sur la page Ulule, mais la cagnotte sera fermée au moment du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram qui est enroue-libre-la BD. Et si vous voulez vous procurer la BD, vous pouvez soit nous envoyer un message sur Instagram, ou alors la BD elle sera dispo dans quelques librairies qu'on communiquera, ou alors sur certains festivals qu'on fera prochainement. Moi je participe déjà à un marché à Dinard, donc c'est en Bretagne, qui se passe le 13 juillet. Voilà, donc j'aurai des exemplaires de la BD à ce marché-là, donc venez nombreux. Trop bien. Hâte de venir chercher ma BD aussi et de pouvoir me plonger dans les détails de cette aventure. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin, un message que vous souhaitez faire passer aux personnes qui nous écoutent ? Moi, mon petit mot de la fin, je pense que c'est un peu bête et un peu bateau, mais si vous avez envie de faire un projet, même si vous y connaissez rien, n'hésitez pas à vous lancer parce qu'en fait, c'est trop cool. Là, en l'occurrence, l'auto-édition, c'était quelque chose qu'on connaissait pas du tout. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, le plus dur, c'est de commencer. Et après, la plupart du temps, ça se passe bien. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'au début, on se dit, moi, j'ai pas les contacts ou je connais personne qui est là-dedans. Et nous, c'était vraiment notre cas. Vraiment, aucune personne de notre famille, de notre entourage est dans ce milieu-là. En fait, du coup, le fait de commencer ce projet-là, rien que de l'initier, on en parle automatiquement quand les gens te disent « Ah, tu fais quoi en ce moment ?» Et en fait, du coup, peut-être une personne parle d'une personne qui a un contact. Et là, en fait, c'est gagné parce que du coup, petit à petit, on rentre dans le projet un peu plus concrètement. Donc, tant qu'on n'a pas commencé vraiment, alors on n'en parle pas forcément autour et c'est quand même ça qui permet de vraiment avancer le projet. Et moi, ça rejoint ce qu'ont dit les filles, mais
quand on a envie de faire quelque chose, de pas penser trop tôt à tout ce qui va nous mettre des bâtons un peu dans les roues. Si on veut faire un projet, de pas se dire tout de suite qu'on n'aura pas le budget ou qu'on n'a pas les connaissances ou qu'on n'a pas le bon vélo. Que la toute première étape, c'est de s'imaginer le faire et c'est de commencer à le faire, de se mettre en route. Et que souvent, une fois qu'on est en route, les réponses à ces questions-là, elles arrivent et elles se règlent parfois beaucoup plus facilement que ce qu'on pense. Peu importe les barrières, entre guillemets, qu'on pense qu'on va rencontrer. Et souvent, dans ce genre de projet, en plus, même si on le fait seul, on n'est pas forcément seul. Du coup, je pense que l'étape la plus dure, c'est presque de se lancer et se dire qu'on trouve en général des solutions. Trop chouette. Écoutez, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir témoigné sur ce double voyage, sur cette aventure commune. J'ai très hâte de découvrir la BD. J'invite justement toutes les personnes qui nous écoutent justement à la découvrir un peu plus et découvrir un peu ce style graphique parce que là, on a relaté une expérience, mais c'est chouette de pouvoir voir à quoi ça ressemble visuellement. Merci beaucoup à toutes les trois. J'ai passé un bon moment et je vous souhaite une belle suite de journée. Merci beaucoup, c'était très chouette et une conversation très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Morgane est très forte, allez voir ses dessins. Est-ce que Morgane, tu veux nous donner ton compte Instagram ? Alors du coup, moi, on peut me retrouver, donc, comme dit précédemment, sur la page En roue libre _à la BD, ou alors sur mon compte Insta mo_pastèque. Trop bien, ciao ciao. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.